Bonjour à tous et bienvenue donc au webinaire organisé par le pôle patrimonial de RSM. Désolée pour ces quelques minutes de retard. En tout cas, on est très heureux d'aborder le thème aujourd'hui de la diversification patrimoniale. C'est un thème aujourd'hui qui est omniprésent dans nos bilans patrimoniaux. Donc, au programme, aujourd'hui, pour le webinaire, donc nos intervenants évoqueront un point macroéconomique, et également les stratégies de diversification patrimoniale avec un focus sur l'actif crypto-monnaie et ensuite la diversification avec plusieurs éléments. Nous accueillons aujourd'hui trois grandes personnes, donc Jean-Michel Couchot, associé de RSM France, juste à mes côtés. Jean-Marc Chevazus, qui est associé fondateur de Maaka et également enseignant à la faculté de Lyon en master gestion de patrimoine, et monsieur Pierre-Yves Ditelot, associé fondateur de Legiti. Donc, pour débuter, on va commencer par un point d'actualité sur la macroéconomie. Donc, je vais donner la parole à Jean-Marc Chevazus. Est-ce que tu nous entends, Jean-Marc ? Alors, je pense qu'il a encore un problème avec son micro. Oui, bah, écoutez, Jean-Michel, voilà, si tu veux effectivement, non, mais je peux intervenir, c'est aussi un sujet qu'on suit également de près, hein. Effectivement, aujourd'hui, on a la concurrence mondiale qui s'intensifie, comme vous pouvez le voir. On a été frappé par plusieurs crises, telles que le Covid, la guerre en Ukraine, bon, qui a vu effectivement sur les marchés financiers la hausse des valeurs d'armement, la hausse des matières premières. On y reviendra parce que ça fait aussi l'objet de cette présentation. Et aussi, toutes ces tensions liées à Taïwan, ça a rappelé aux pays occidentaux l'ampleur de leur dépendance et leur vulnérabilité, tant sur les semi-conducteurs, sur les matières premières. Ça, c'est vraiment des sujets prégnants sur l'énergie. Et les investissements se dirigent massivement vers ces domaines, ce qui soutient la croissance. Mais bien évidemment, ça joue aussi sur l'endettement, le coût du financement et également sur les problèmes d'industrialisation en Europe, hein, puisqu'en Europe, on a quand même l'énergie la plus chère, on a les normes aussi qui sont importantes. Donc tout ça bouleverse, d'importants bouleversements sur notre économie européenne et mondiale. Donc effectivement, on a on a la continuité de la montée des BRICS, hein. Et effectivement, on parle de réindustrialisation, puisqu'effectivement, il y a la stratégie de Trump qui vise aussi à se réindustrialiser tant au niveau des semi-conducteurs, les deals sur l'automobile qui ont été passés avec l'Europe. Et bien évidemment, on a aussi la crise de la dette française, hein, puisqu'on parle on sait bien que aujourd'hui, le premier poste de dépense de l'État, ça va être le coût de l'endettement, hein, c'est près de 80 milliards d'euros. Sur le budget de l'État, c'est quand même très significatif. Et là, ça joue énormément. C'est juste quelques exemples comme ça. Il y a aussi d'autres pays qui sont concernés par cette problématique. Donc, les conséquences économiques, donc il y a une compétition accrue, une inflation persistante malgré le reflux mécanique, une recomposition profonde des chaînes de valeur et une pression sur la rentabilité de certaines entreprises. Donc, on a des tensions durables sur les taux longs, puisqu'on a vu historiquement, avant la guerre en Ukraine, avant 2022, on avait des taux qui étaient très bas, le coût de financement de l'État qui était beaucoup plus faible, on pouvait emprunter souvent autour de 1% à 15 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur des taux entre 3 et 4%. Et bien évidemment, ça a entraîné sur les boîtes endettées des volatilités de résultats et de valorisation. Et bien évidemment, certains secteurs, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, tels que l'armement, bon, j'en passe, hein, il y a aussi les matières premières. On a vu de très grosses performances, hein, sans vouloir citer certaines valeurs comme Rheinmetall, Dassault Aviation, quand on voit en 3 ans l'explosion de certaines valorisations boursières, quoi. Aux États-Unis, effectivement, on a la croissance croissance solide qui est portée par l'IA, hein. On a aussi la question des droits de douane. Bon, la Fed reste prudente pourquoi? Parce qu'on a toujours ce problème de shutdown. Là, récemment, on a eu le shutdown le plus important
depuis pas mal d'années. Hein. Donc, ça a duré assez longtemps. Bon, maintenant, les républicains et démocrates ont réussi à se mettre d'accord. Théoriquement, ça repart. Et aussi, on a la trajectoire des taux dépendants de l'inflation. Là, comme vous pouvez le voir, on a aujourd'hui, Nvidia, c'est 5 000 milliards de capitalisation boursière. Et là, vous voyez le graphique, des valeurs comme Meta, des valeurs comme Google, des valeurs comme Amazon ont fortement gagné en valorisation. Pourquoi? Parce qu'elles se servent de l'IA dans leur business model. Effectivement, quand vous faites vos courses sur Amazon, vous avez l'IA pour vous aider. Mais on ne le voit pas forcément. On voit aussi, et chacun a développé ses solutions en IA. Dans les 7 magnifiques, hein, je parle. Donc la Chine, effectivement, on a toujours cette problématique de crise immobilière d'aide des collectivités, transition industrielle encore incomplète, et on a la contrainte externe avec la guerre commerciale technologique, notamment sur les semi-conducteurs, sur les terres rares aussi, puisqu'effectivement, la Chine a un très gros monopole des terres rares, et c'est vrai qu'en Europe, on se pose la question de la souveraineté pour aussi exploiter les terres rares, et aussi du côté des US. Bon, on a vu aussi le deal entre Trump et Volodymyr Zelensky avec l'actualité sur la question des terres rares. En Europe, bien évidemment, on a quand même l'énergie la plus chère. Hein, je l'ai dit, on a les contraintes énergétiques, on a les normes, et on a une croissance qui est toujours très faible avec la marge de manœuvre de la BCE limitée. Effectivement, sur le continent européen, on a une croissance autour de 1% de croissance à tonne, je dirais. Voilà ce qu'on peut dire. Donc en France, c'est pareil, c'est aussi un petit peu même la lanterne rouge de l'Europe, avec le déficit budgétaire qui est prévu autour de 5,4%, je crois, pour 2026. Et on a un déficit public, on a même dépassé l'Italie en termes de coûts de financement. Là, aujourd'hui, on a 120% du PIB en termes de dette publique. Une industrie affaiblie, pour la France, on est passé en dessous de 10% du PIB pour la valeur ajoutée industrielle. C'est du jamais vu, on est au niveau de la Grèce. Et donc, il convient de se monter prudent. Et malheureusement, on assiste encore cette année, on a eu plus de fermetures de sites industriels que d'ouvertures. Donc, la France est malheureusement un petit peu la lanterne rouge, tant au niveau financement de l'État qu'au niveau dynamisme économique. Ça reste très compliqué et sans compter, bien évidemment, l'instabilité qu'on a au niveau du gouvernement. Ça n'arrange rien. Beaucoup de chefs d'entreprise se posent des questions quant à la visibilité économique sur notre pays pour les investisseurs. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'affectation des portefeuilles boursiers, beaucoup d'investisseurs, bon là je donne pas spécialement un conseil, ont eu tendance à se reporter sur Wall Street, à se reporter sur le Standard & Poor's, sur le Nasdaq, et à quitter même la France. C'est pour ça que le CAC 40 a moins performé que l'indice S&P, quoi. Donc, bien évidemment, ce graphique est très intéressant, c'est le fait de rester toujours investi. Puisqu'effectivement, si vous avez loupé les 60 meilleurs jours de bourse, et c'est vrai que c'est une règle, la bourse reste quand même un des meilleurs placements. Hein. Depuis 1950, je sais que si on avait placé sur un panel même large, on aurait du 7 à 9% par an. Et là, ce graphique est intéressant parce que si on quitte complètement la bourse et on revient et on loupe, entre guillemets, les 60 meilleurs jours du marché, et bien évidemment, votre portefeuille serait beaucoup moins performant. Vous voyez, avec 10 000 euros placés en 1986, pleinement investis, eh bien, on aurait 240 000 dollars. C'est en dollars, pardon, c'est fois 24. Et effectivement, sans les 10 meilleurs jours, c'est 112. Et donc, la stratégie de rester toujours investi, quitte à revoir l'achalandage du portefeuille en fonction des événements macroéconomiques, comme je l'ai dit, par exemple, la guerre en Ukraine, il fallait peut-être se reporter, la question restait ouverte sur l'énergie, sur l'armement, avec le plan de réarmement pour l'Europe voulu par la Commission européenne. Donc voilà, il y a des valeurs aussi qui restent toujours, qui ont toujours une croissance régulière, telles qu'Air Liquide. Il y en a d'autres, bien évidemment, sans vouloir les nommer, où effectivement le fait de rester investi, quitte à changer légèrement l'achalandage du portefeuille, démontre qu'on est gagnant quand même sur le long terme sur les marchés financiers.
Ici, voilà, bien évidemment, on voit la volatilité des marchés financiers. Effectivement, vous voyez le graphe le plus bas, c'est 2008, moins 41. Là, c'était la crise des subprimes, hein, où effectivement, on avait une forte baisse de l'indice. On voit, par exemple, en 2020, pour prendre les événements les plus récents, on a eu des performances négatives. Et là, on a plutôt des performances positives depuis la fin du Covid. Bon, on a eu aussi l'entrée de la guerre en Ukraine, ça a aussi secoué les valeurs. Il fallait donc les gens sont plutôt reportés sur l'or. On y reviendra, hein, parce que aussi l'or, c'est aussi un indicateur. Il y a aussi des tendances lourdes, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors là, c'est intéressant comme graphique puisqu'effectivement, on a la performance des différents marchés. Alors, on a par exemple le S&P 500, comme je viens de vous le dire, sur 2024, qui a progressé de 25%, à comparer à l'Asie ou au portefeuille moyen. Et on voit que les S&P 23 et 24 a quand même beaucoup plus performé que l'indice européen. Vous regardez l'indice européen, on est à 15% 23, le S&P on est à 28, mais on a l'IA, hein, il y a beaucoup de valeurs de l'IA qui sont dans les S&P. Et en Europe, vous voyez, en 24, c'est pareil, la comparaison est la même. Je prends deux éléments de comparaison. Je ne vais pas vous commenter tout le tableau, mais vous apercevrez que, bien évidemment, l'indice américain a surperformé. Maintenant, se pose la question de bulle, hein. On en parle. Là, c'est pareil, c'est des performances par des classes d'actifs en cours. Et là, c'est très intéressant comme graphique, puisque là, on a la position, qu'est-ce que ça aurait rapporté les liquidités? Là, les liquidités, vous le voyez, tout ce qui est en orange, ce sont les liquidités. Ensuite, c'est la valeur du portefeuille moyen. Et on voit selon les années, ce n'est pas identique. Et vous voyez, les matières premières, c'est très intéressant, c'est en bleu. On avait une très bonne tenue des matières premières en 24. Il y a plus de volatilité sur les matières premières, bien évidemment, qu'un portefeuille obligataire. Mais selon les cycles économiques, on voit qu'il faut modifier aussi. Ça, c'est seul le conseil de gestion de patrimoine qui peut vous aider à effectivement bouger dans les termes de classe d'actifs. Mais j'y reviendrai aussi, évidemment, sur les matières premières. Là, c'est pareil, c'est la performance des marchés obligataires mondiaux, hein, où effectivement, là, vous voyez sur les US, ça permet de jouer la diversification pour les fonds obligataires. On a sur l'Europe, donc là, il y a eu la remontée des taux en 23 et 24. Donc ça a joué aussi quand même sur les portefeuilles obligataires. Et là, par exemple, on va vers une stabilisation des taux. Alors, je le rappelle, hein, une hausse des taux sur des fonds obligataires, s'ils sont beaucoup investis à taux fixe avec maturité longue, on aura plutôt une baisse. Donc, c'est pareil sur les obligations. On peut perdre de l'argent si les taux d'intérêt sont à la hausse et si vous êtes placé à taux fixe. Donc, bien évidemment, ça joue beaucoup en fonction des taux d'intérêt. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour ce petit point d'actualité. C'était très intéressant et ça nous a éclairci aussi pour la suite et comprendre pourquoi c'est important de diversifier son patrimoine. Pierre-Yves, je te laisse la main pour nous expliquer qu'est-ce que la crypto-monnaie et pourquoi il faut en mettre dans sa stratégie patrimoniale. Parfait. Bonjour à tous. Merci. Effectivement, donc la classe d'actifs des cryptos, c'est un sujet dont on entend quand même maintenant parler de façon sur les médias financiers et autres, mais qui reste une classe d'actifs qui interroge. Beaucoup de gens se posent des questions. Comment investir? Est-ce que cette classe d'actifs peut faire partie d'une allocation patrimoniale en termes de diversification? Et c'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, on va un petit peu aborder déjà les fondamentaux, puisque quand on parle de crypto, ça n'est pas une classe d'actifs homogène. C'est-à-dire, dans les crypto-actifs, on va trouver différentes propositions de valeur et d'investissement. Quand on parle de Bitcoin, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Bitcoin, on en a déjà entendu parler. C'est un petit peu la crypto mère de toutes les cryptos, hein. C'est le premier crypto-actif qui a été lancé donc, en 2008-2009, post-crise financière, la crise des subprimes. Et donc, la thèse d'investissement derrière Bitcoin, c'est que Bitcoin
détient les caractéristiques d'être potentiellement un étalon de valeur, un petit peu comme l'or. C'est pour ça qu'on le compare souvent à l'or numérique, l'or digital. Et ensuite, on va avoir d'autres thèses d'investissement plutôt d'infrastructure, hein, comme la crypto Ethereum, qui est la seconde plus grosse crypto sur le marché. Et donc ça, c'est plutôt de l'infrastructure, c'est-à-dire que on verra à quoi correspond une blockchain, hein, mais grosso modo, c'est une infrastructure sur laquelle peuvent se construire des services, notamment financiers. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tous les services financiers que vous connaissez, le prêt-emprunt, les marchés secondaires, l'assurance, peuvent être reconstruits sur ces infrastructures blockchain, mais on va dire sans intermédiaire de confiance, simplement en se basant sur la technologie. Et on va le voir aussi un petit peu quelles perspectives peut offrir justement cette technologie. Ensuite, on va avoir tout un pan de crypto qu'on appelle des utilities ou tokens de gouvernance qui, vont donner accès à un service spécifique mené par un projet. Maintenant, nous, en tant que professionnels de la classe d'actifs, on se focalise vraiment sur Bitcoin et Ethereum parce qu'au même titre que les marchés financiers, il faut observer des investisseurs parce que ce sont les flux qui font après l'évolution un petit peu des cours. Et aujourd'hui, les flux institutionnels, donc c'est-à-dire soit des fonds de pension, des gros investisseurs professionnels, notamment BlackRock et autres, se dirigent massivement vers Bitcoin et Ethereum, principalement. Donc, c'est pour ça que nous, vraiment, en termes déjà, un premier pas de diversification patrimoniale, il faut se focaliser sur ces deux actifs avec une prépondérance, bien sûr, sur Bitcoin et en termes et une allocation un peu plus faible sur Ethereum. Et puis, une autre classe d'actifs dans l'univers des cryptos qui est extrêmement intéressante et qui qui évolue de façon assez importante, ce sont les stablecoins. Donc, les stablecoins, ce sont simplement une représentation numérique sur la blockchain de notre monnaie fiduciaire, donc le dollar ou l'euro. Aujourd'hui, le marché est prépondérant en dollars, mais donc c'est une crypto qui maintient finalement le dollar ou l'euro. Et donc, pour ce faire, les émetteurs de stablecoins garantissent cette stabilité principalement en conservant le même montant en réserve, en fait, sur compte bancaire, grosso modo, soit en cash, soit déposé sur notamment du T-bill, donc de la dette américaine à très court terme. Et juste pour vous donner une idée, les plus gros émetteurs de stablecoins, donc qui sont des sociétés américaines, aujourd'hui représentent le 6e ou le 7e financeur de la dette américaine au niveau mondial, donc devant de nombreux États. Donc ça n'est pas un petit marché aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez établi et que les États-Unis continuent à pousser parce qu'ils ont très bien compris que c'était un levier pour eux pour financer également leur dette et pour exporter aussi l'utilisation du dollar au niveau international. Donc voilà un petit peu le panorama des différentes sous-catégories qu'on peut trouver dans les cryptos. Maintenant, les cryptos, on le sait, sont basés sur une technologie qui s'appelle la technologie. Et à quoi correspond cette technologie ? C'est simplement un registre, à l'image d'un registre qu'on peut avoir, un registre papier ou une feuille Excel, sur lequel on va inscrire des transactions et où les acteurs qui vont sécuriser ce registre vont venir valider, enregistrer et sécuriser ces transactions. Mais à la grosse différence d'un registre papier ou un registre Excel ou un registre bancaire, c'est qu'il n'y a pas un seul acteur central qui va mener et valider ces opérations-là, enfin ces inscriptions dans le registre. C'est un réseau décentralisé, donc d'ordinateurs principalement, qui vont, à l'aide de ce qu'on appelle un consensus, donc un logiciel informatique, vont venir sécuriser le réseau. Et pourquoi on dit que la blockchain est sécurisée ? C'est que une fois que des transactions au sein d'un bloc sont validées et enregistrées sur la blockchain, est liée au bloc précédent. Donc, si vous voulez, toute la chaîne de blocs, si vous altérez un des blocs, ça altère toute la chaîne. Donc, ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit que la blockchain est extrêmement sécurisée. C'est que vous ne pouvez pas venir falsifier une transaction passée à des fins, bien évidemment, mal intentionnées pour détourner des fonds ou autre. Donc, ça n'est pas possible technologiquement. Donc, voilà, juste grosso modo, pour un rappel des fondamentaux sur la classe d'actifs et sur la technologie blockchain. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie d'être très succinct. Si je reviens un petit peu sur le Bitcoin, donc j'ai mentionné tout à l'heure que Bitcoin
avait la propriété, les caractéristiques de devenir un étalon de valeur. Et pourquoi? Parce que Bitcoin est émis en quantité limitée. De 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas un de plus. Et donc ça a été le premier actif numérique émis en quantité limitée. Ça n'existait pas au possible grâce à la technologie blockchain. Il y a un effet rareté puisque ces 21 millions de Bitcoin n'ont pas été émis le premier jour. Hein. Il y a une émission monétaire programmée. Donc, c'est-à-dire cette émission monétaire, à chaque fois qu'un bloc de transaction est validé par le réseau d'acteurs qui vont venir sécuriser la blockchain Bitcoin, ils sont récompensés en Bitcoin. Et donc, il y a une émission monétaire qui est programmée et qui est divisée tous les 4 ans. Donc, on voit finalement un effet de rareté dans cette émission monétaire qui est complètement transparente puisque c'est un code informatique dont tout le monde peut le lire. Et si au même moment, on voit une adoption croissante, on a un effet prix qui est mécanique, une appréciation de Bitcoin. C'est ce qu'on voit depuis maintenant 2009, hein, concrètement. Et c'est aussi un actif qui est fongible, échangeable. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a énormément de liquidités sur cet actif. Donc, c'est ce qui en fait les propriétés intrinsèques de Bitcoin. Et c'est pourquoi on a vu autant d'institutionnels investir sur le Bitcoin, notamment des sociétés cotées et non cotées, qui utilisent cet actif en trésorerie de long terme. Donc, on a eu beaucoup de sociétés américaines qui ont investi massivement. Donc, il y en a des très connus comme MicroStrategy, qui est une société cotée, qui est un des plus gros détenteurs aujourd'hui de Bitcoin. Et ce sont des acteurs qui ont vocation à conserver cet actif sur le long terme pour bénéficier de l'espérance d'appréciation sur le long terme par rapport à ses caractéristiques intrinsèques. Les stablecoins maintenant. Donc, les stablecoins, on a dit que c'était une crypto qui reste stable face au dollar ou à l'euro. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces stablecoins viennent apporter une innovation majeure dans tout ce qui est service de paiement transfrontaliers, internationaux, mais également d'épargne et d'investissement. Quand je dis d'épargne, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des solutions, des opportunités de rendement sur des stablecoins dollars ou euros qui peuvent aller, on va dire, de 4% à 10% en fonction du risque sous-jacent. Mais ça en fait finalement une nouvelle opportunité en diversification en termes de rendement par rapport, je ne sais pas moi, à des placements obligataires ou des livrets, par exemple, bancaires. Et donc, derrière, en fait, ce rendement est généré de différentes façons. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, donc ce que je disais tout à l'heure, tous ces services financiers qui sont reconstruits sur la technologie blockchain, on trouve notamment les services de prêt-emprunt. Et donc là, aujourd'hui, vous allez pouvoir prêter vos stablecoins. D'autres personnes vont pouvoir les emprunter en mettant en collatéral, par exemple, du Bitcoin, avec un système de liquidation automatique. Donc, il y a très peu de risques sur ces protocoles-là. Et vous allez pouvoir générer 5, 6, 7, 8, 9, 10% en fonction du collatéral qui est mis, parce que bien sûr, Bitcoin, il y a énormément de liquidités, donc il y a peu de risques. Il y a d'autres collatéraux qui peuvent être acceptés, et donc ce cadre-là, le risque est un petit peu supérieur, et donc du coup, vous avez un taux qui est supérieur, un petit peu à l'image du marché obligataire, avec les obligations investment grade de bonne qualité et les obligations high yield de moins bonne qualité. Et donc, vous allez pouvoir vraiment accéder à ces solutions d'épargne et d'investissement de façon extrêmement simple à travers des plateformes. Donc, moi, je suis le fondateur de Legiti, mais récemment, on a fait un rapprochement et je deviens le président et le CEO de Vanseignant, une plateforme crypto qui est régulée notamment par l'AMF en France et qui permet à nos utilisateurs et aux épargnants d'opportunités de façon extrêmement simple à travers une application mobile et en quelques clics. Donc, bien évidemment, on va offrir l'accès au Bitcoin, et Ethereum et à d'autres cryptos, mais également à ces solutions d'épargne et d'investissement à travers les stablecoins. Et donc, ça en fait une vraie innovation à plusieurs niveaux, puisque la fluidité des capitaux à travers ces solutions d'épargne sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut trouver dans les produits financiers traditionnels, puisque là, grosso modo, grâce à la technologie blockchain, le dépôt, les retraits sont instantanés et vous recevez aussi vos intérêts de façon quotidienne.
si vous ne devez pas attendre 6 mois ou 1 an de toucher un coupon, par exemple, là, vous récupérez vos intérêts de façon quotidienne. Et donc, ça en fait vraiment des produits extrêmement flexibles en termes d'utilisation et pour gérer son épargne. Donc voilà, grosso modo. Et voilà, pour terminer, donc Vancelian, c'est grosso modo un bancaire et une carte bancaire, un petit peu comme Revolut. Donc nous, on aime bien se comparer le Revolut un petit peu, mais plutôt orienté banque privée. Des offres, en fait, des coffres, comme je disais tout à l'heure, qui offrent ces opportunités de rendement sur stablecoin de façon très simple, facile d'accès. Et on offre également aussi des club deals, donc ce qu'on appelle des offres exclusives, qui peuvent avoir comme sous-jacent finalement des club deals immobiliers ou d'infrastructures. Donc voilà, comme je disais, bien sûr, le trading de crypto. Donc voilà, on est un groupe en France, on a un peu plus de 100 millions et aujourd'hui, on a délivré à nos utilisateurs en moyenne 9% par an depuis 2 ans, ce qui représente 7 millions d'intérêts versés à nos utilisateurs. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire en quelques minutes sur la classe d'actifs. Et de toute façon, s'il y a des questions, je suis preneur, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Pierre-Yves. C'était très intéressant. Juste une petite question. À tes clients, du coup, tu leur préconises de mettre combien de pourcentage alloué à l'actif de la crypto-monnaie dans leur stratégie patrimoniale? C'est une très bonne question. Donc, quand on parle de Bitcoin et Ethereum, comme je l'ai dit, nous vraiment on se focalise sur ces deux cryptos qui bénéficient quand même de flux institutionnels aujourd'hui. Ça reste une classe d'actifs volatile qui vient en diversification du patrimoine. Et donc, c'est vrai qu'on va avoir des allocations, on conseille entre, on va dire, 5 et 10% maximum pour les investisseurs qui ont la plus forte proportion au risque, proportion au risque. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, admettons, prenons un exemple très simple. Vous mettez 5% de Bitcoin dans votre portefeuille. Votre risque, finalement, même si Bitcoin demain perd 50% de sa valeur, il représente 2,5% de votre portefeuille. Donc, ça ne remet pas en péril votre patrimoine. Donc, c'est comme ça reste une classe d'actifs volatile, mais ce risque, on va le gérer avec le pourcentage qu'on va allouer à la classe d'actifs au sein du portefeuille. Tout ce qui est après rendement sur stablecoin, là, c'est un peu à l'image obligataire. On peut aller sur des niveaux plus importants puisque le risque n'est pas du tout le même. Il n'y a pas de volatilité. Le risque, c'est plutôt un risque, on va dire, équivalent à du crédit. Donc, voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour le dernier point, donc on va étudier un petit peu les différentes classes d'actifs et également les différents supports qu'on a aujourd'hui en France pour investir. Jean-Michel, je te laisse la parole. Écoutez, je vous remercie de me redonner la parole. Donc, effectivement, il y a une diversification. On va voir quelques sujets de diversification, dont l'or. Effectivement, une question qu'on pose souvent à nos clients, c'est l'assurance vie de droit luxembourgeois. Et c'est vrai que par rapport à l'assurance vie française, je ne vais pas m'étaler, mais ça, c'est pareil. Il faut voir votre gestion de patrimoine. Mais c'est surtout pour vous donner de l'information. Le but, c'est-à-dire au niveau du Luxembourg, c'est que vous avez en France, vous êtes couvert pour 70 000 €, comme prévoit la législation bancaire, pour les contrats d'assurance vie. En France, au Luxembourg, il y a un super privilège sans plafond. Donc, c'est le principe de banque dépositaire où effectivement, on a encore plus de garanties. On n'est pas assujetti à la loi Sapin. En termes de tickets d'entrée, par contre, au Luxembourg, c'est beaucoup plus important qu'en France, sachant qu'en France, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie pour quelques centaines d'euros. Au niveau compliance, au Luxembourg, il y a quand même pas mal de questions. J'ai des clients qui ont déjà ouvert des contrats d'assurance vie. Il y a beaucoup de questions qui se posent toujours de la part de l'assureur vie luxembourgeois sur la provenance des fonds. Bon, ça se fait aussi en France, mais ils sont d'autant plus scrupuleux. Par contre, ce qui est très intéressant au niveau de l'assurance vie, c'est l'architecture ouverte. C'est encore beaucoup plus ouvert que l'assurance vie en France, où effectivement, on peut avoir déjà une assurance vie française, on va avoir des unités dans l'immobilier, on peut carrément avoir des actions avec la gestion de patrimoine, des ETF qui sont logés dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Ça peut être aussi multidevise. Et aussi un autre sujet qui peut être intéressant, bien évidemment, la fiscalité, l'assurance vie française, moi je n'oppose pas les deux, c'est avantageux pour les résidents français chez nous. Mais par contre, pour un client qui à un terme envisage d'aller habiter en Suisse ou peut-être habiter plutôt dans un autre pays d'Europe,
eh bien, c'est neutre selon le résident. C'est la législation du pays d'accueil où le contrat d'assurance vie luxembourgeois va s'appliquer. C'est ça qui est très intéressant. Et en termes de succession, c'est les mêmes abattements. Voilà en 2 mots, les spécificités du contrat d'assurance vie luxembourgeois. Ensuite, je vais vous parler, bien évidemment, l'or. C'est un sujet que me posent pas mal de clients, étant expert comptable de fondations, de grosses associations, étant expert comptable aussi de holding et autres. Effectivement, on me pose souvent la question, c'est l'or physique. C'est quoi la différence entre l'or physique et l'ETF? Et effectivement, il y a l'ETF et l'ETC. Et pour faire simple, l'or physique, tout le monde sait ce que c'est. Vous prenez vos lingots, vous les gardez chez vous. Bon, il y a un risque de vol, de perte. Vous pouvez aussi également le mettre à la banque. Et bien évidemment, vous avez des droits de garde via un coffre. Et c'est toujours la question, c'est ce qui est marqué sur le slide, c'est attention au stockage et à la sécurité. Mais il y a des solutions aussi pour l'or physique. Ensuite, il y a quelque chose qui est très sympathique, je trouve, ce sont les ETF. Les ETF, c'est finalement des fonds d'investissement avec une réglementation très encadrée et vous êtes quelque part copropriétaire de grammes d'or, entre guillemets, et avec un risque d'émetteur très, très faible. Et effectivement, les ETF, c'est un fonds additionnel coté qui cherche à reproduire le prix de l'or. Il est soumis à une réglementation et c'est un fonds d'investissement très encadré. Et effectivement, vous détenez une part indirecte de l'or détenu via des parts de fonds. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez plusieurs émetteurs qui existent, comme iShares Physical Gold ETF, SPDR Gold Shares, Invesco Physical Gold. Voilà. Ensuite, il y a l'ETC. Alors, l'ETC, je vais faire une ouverture aussi sur les autres métaux, puisqu'effectivement, vous avez, ça, c'est un instrument de dette, c'est une obligation garantie par de l'or. C'est un produit structuré émis par une cité ad hoc. Effectivement, c'est des titres de créance adossés de l'or physique stockés dans un coffre. Le créancier devient créancier de l'émetteur, mais son titre est garanti par l'or. Il y a une petite différence au niveau de l'émetteur. Et donc, par contre, ce qui est très intéressant au niveau ETC, c'est que, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un conseil que je donne aujourd'hui, c'est plutôt de l'information. L'argent est fortement en retard sur l'or. Donc, on peut facilement aussi placer via des ETC sur l'argent. Il y a aussi des ETF en argent qui existent. On peut aussi aller sur le platine, le palladium, ce sont des métaux déjà plus rares, qui sont liés au cycle économique et qui permettent une diversification par rapport à ce qui est expression. On peut aller sur le cuivre, le cacao. On sait bien que le cacao a fortement monté, le café. Donc, mais ça, c'est plutôt par des ETC. Et ce que je dirais aussi sur l'or, il y a aussi dans la boîte à outils du parfait investisseur, il y a les mines d'or. Il y a 3 grandes mines d'or qui sont cotées. Il y a Barrick Gold, Newmont Mining et Agnico. Effectivement, comme l'or a fortement monté, on est à près de $4 000 l'once en ce moment. On ne sait pas, effectivement, les arbres, on dit toujours qu'ils ne montent pas jusqu'au ciel, mais il y a quand même des tendances de fond aujourd'hui qui poussent à ce que l'or, quand les gens ont peur, ont tendance à se rapatrier sur l'or. En Inde, il y a c'est déjà dans la culture d'investir dans l'or. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes macroéconomiques qui, aujourd'hui, vont continuer à faire soutenir l'or. On n'est pas à l'abri d'une correction, je pense, mais dans les ETF, je voulais faire effectivement cette ouverture sur les mines d'or en termes de possibilités, avec votre gestionnaire de patrimoine, et aussi, bien évidemment, sur les autres métaux, tels que l'argent, le platine, le palladium, qui ont des retards par rapport à l'or. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut avoir un œil dessus. Donc voilà, au niveau fiscalité, là, elle vous est présentée. Effectivement, l'or, il y a soit une taxation forfaitaire, ou soit effectivement une taxation à 30% sur l'or papier. Ça suit le PFU qui malheureusement va être revu à la hausse avec le projet de loi de finances 2026 à 31,4%. Donc, ce qui est très intéressant, c'est en termes de diversification de portefeuille, comme ça a été évoqué tout à l'heure. C'est aussi, on peut avoir de la crypto, c'est très bien. Et on peut avoir aussi, bien évidemment, de l'or, des ETF dans le portefeuille, d'autres métaux. C'est aussi la diversification de portefeuille. Et ce qui est très intéressant, ça ne suit pas forcément ce qui se passe sur le marché financier. Ça permet de se décorréler aussi par rapport à la bourse, quoi. Et c'est également vrai, comme vous l'aviez dit très, très justement pour la crypto et les solutions que vous proposez aussi en stablecoins, eh bien, c'est quelque chose aussi qui permet de changer la volatilité du portefeuille.
Donc là, on peut continuer. Voilà. Alors, il y a encore d'autres choses. Il y a la forêt, l'agriculture ou la vigne. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas 36 émetteurs. Là, on a parlé de France Valais, mais il y a aussi GFI Vatel qui existe, qui n'est pas cité ici. Ça vous permet d'avoir un abattement de 75% sur les droits de transmission. Ça vous permet d'avoir une exonération de l'IFI. Et à l'entrée, c'est une réduction d'impôt, hein, sur de l'impôt sur le revenu, hein, et assez significatif de 25%, souvent 18, 25, ça dépend des produits qui vous sont proposés. Et donc, vous allez sur la forêt, alors c'est quasiment pas de rendement, hein, on est souvent bloqué 10 ans, il faut le savoir. Ce qui est intéressant, aussi c'est de la diversification, c'est un instrument qui permet d'être sur de la terre, et aussi l'agriculture, faut pas l'oublier, la vigne. Alors l'agriculture, c'est très intéressant parce que, ben voilà, on a un exemple aussi d'agri-durable, hein. Il y a aussi certains émetteurs qui vont émettre aussi sur ce qui est dans l'environnement, enfin qui est responsable par rapport à l'environnement, qui permet une réduction d'impôts. Et on a vu les terres agricoles depuis 10 ans, 15 ans, c'est 2% de croissance par an. Alors, bien évidemment, vous avez des droits d'entrée, il faut le savoir. Il y a un très faible rendement. Bon, c'est plus une mécanique de préservation du capital. C'est complètement autre chose que la crypto ou autre, pareil, mais ça peut être un outil de diversification de portefeuille en complément d'avoir de l'or, 5 à 10%, 5 à 10% de crypto, comme ça a été dit tout à l'heure, avoir un petit peu de forêt, le reste sur des marchés financiers, le reste sur de l'obligation court terme. Ça peut être la base d'un portefeuille tout à fait équilibré et intéressant qui, si demain il y a une correction sur les marchés financiers, permettra d'avoir un portefeuille plus résilient. Voilà, hein, comme je dis souvent, un portefeuille antifragile, quoi. Voilà. Et là, vous avez quelques exemples, hein, c'est pas les seuls. Là, on peut aller sur le champagne, bien évidemment. Voilà un petit peu tous les outils qui peuvent vous être proposés en diversification de portefeuille. Donc, voilà, il y a quand même des pistes encore intéressantes, malgré qu'aujourd'hui, les marchés financiers ne sont pas à l'abri d'une correction. Merci à tous. Voilà. Pour tous ces points d'actualité, de diversification patrimoniale. Et on vous laisse poser toutes vos questions dans le chat pour y répondre. On a encore quelques minutes. Alors. En tout cas, pendant ce temps, donc le webinaire pourra être revu en replay depuis Webikeo. Vous pouvez également télécharger le support pour le relire quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire directement donc à RSM ou contacter vos interlocuteurs habituels. Ils pourront vous rediriger vers le pôle patrimonial. Si vous voulez prendre également des points d'actualité par rapport à la crypto-monnaie, vous pouvez retrouver Legity également via son site web. Et pour l'instant, on n'a pas de questions. Pas de questions, c'est qu'on a été clair. Hein. Oui. Après, c'est beaucoup de stratégies auxquelles on croit. Voilà. Donc, il faut savoir, l'or, c'est quand même, et l'armement aussi, c'est quand les gens ont peur, ont tendance à aller sur ces valeurs-là, surtout l'or, parce qu'il y a les craintes sur les dépôts bancaires, sur ce qui s'est passé à Chypre, des craintes plus ou moins fondées sur l'endettement de l'État. Et c'est pareil, la crypto, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu la même chose. C'est un peu le même paradoxe, c'est-à-dire que oui. Parfois, surtout le Bitcoin, c'est un petit peu un aspect valeur-refuge pour certains investisseurs, un petit peu au même titre que l'or. Parce que c'est complètement décorrélé. Je parle de façon intrinsèque, hein, ce n'est pas un actif qui va être corrélé au marché financier. Alors, ça peut l'être là un petit peu à court terme parce que via les ETF qui ont été émis notamment aux États-Unis, donc il y a un phénomène qui peut amener cette corrélation. Mais sur le long terme, les mécaniques de formation du prix sont complètement différentes pour le coup. Tout à fait. Et il y a même des sociétés de minage qui sont cotées à Wall Street comme Mara Holding, peut-être que vous devez connaître. Exactement. Qui suivent également ce genre de d'évolution. Et là, c'est un peu les mines d'or de Bitcoin, si je puis dire. C'est un peu ça. En fait, c'est l'investissement d'infrastructure, le minage de Bitcoin, parce qu'on va investir dans des data centers, hein, finalement, qui vont être utilisés. Cette puissance informatique va être utilisée à sécuriser le réseau de Bitcoin et à inscrire les transactions.
et on va être récompensé en Bitcoin. Donc, effectivement, on voit ça comme un rendement au final, et ça peut offrir des rendements largement entre 15 et 20% sur du minage de Bitcoin. Mais c'est de l'infrastructure, en fait. C'est ça. Je vous remercie pour cette confirmation de votre œil d'expert. Exactement ça. Cet échange est toujours très intéressant. On va conclure ce webinaire et puis on se retrouve donc en décembre pour le prochain qui sera justement sur le thème de la trésorerie d'entreprise. Donc, on vous attend nombreux et on vous souhaite une très, très bonne journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.